Après avoir exploré les ruines du moulin et admiré l'arbre d'or dans l'épisode précédent, nous tournons aujourd'hui nos pas vers le lac voisin, ou plutôt l'étang, connu sous le nom de Miroir aux Fées. Et en ce dernier jour à Brocéliande, chaque heure qui passe nous rappelle que le départ approche. Et nous voici devant l'étang. Alors, il faut savoir que c'est en 1913. C'est en 1913 ? Oui, si, c'est ça. C'est en 1913 qu'il a été nommé Miroir aux Fées, et ce par le marquis de Bellevue. Et alors, en fait, les historiens, tout simplement, ne savent pas pourquoi il a décidé de l'appeler ainsi. Il y a bien plusieurs hypothèses comme dans ce genre de situation, mais aucune ne semble être apparemment plus valable que les autres. Le Miroir aux Fées est également appelé lac de Morgane. Alors ce lieu a été formé au XVIIIe siècle, après la vente de terre par Henri de la Trémoille, seigneur de Brécilien. Ces terres ont été acquises par Benjamin de Lage, membre de la famille de Lage, que nous avons déjà évoqué lors de l'épisode précédent. En 1913, le marquis François-Xavier Fournier, également connu sous le titre de marquis de Bellevue, historien et poète passionné par la forêt de Pimpon, a donné au lac son nom actuel de Miroir aux Fées. L'origine précise de cette appellation n'est pas documentée. Une tradition locale rapporte que 7 fées auraient vécu autour du lac. Alors l'une d'elles, tombée amoureuse d'un humain, aurait été punie par les autres fées. Cette histoire aurait donné naissance à des récits évoquant des transformations en pierre ou en arbre. Dans les années 1940, l'abbé Henri Gillard, alors recteur de Tréhorn-en-Toc, a travaillé à préserver et promouvoir les légendes de Brocéliande. Il a rénové l'église Saint-Onnen et y a intégré des références au cycle arthurien et au Saint Graal. Ces travaux ont popularisé de nombreux récits locaux, dont ceux liés au Miroir aux Fées. Plus tard, dans les années 1970, Jean Marcal, écrivain et spécialiste des mythologies celtiques, a également contribué à faire connaître ces légendes à travers ses publications. Alors pour ceux qui s'en souviennent, il a déjà été mentionné lors de l'exploration de la fontaine de Barenton pour son rôle dans la documentation des traditions locales. Encore plus tard, en 1981, la digue du lac a été restaurée par l'association de sauvegarde du Val sans retour. Ce projet de conservation visait à préserver ce patrimoine naturel et culturel. Et alors on a deux possibilités maintenant, du point de vue purement randonnée, on va dire. Enfin, on va dire c'est ça. On a le petit ponton que vous voyez ici. Mais un sentier que j'ai jamais emprunté, c'est celui-ci. Donc la pancarte, ouais, ça met arbre d'or, on pourrait effectivement retourner par là-bas. Et moi j'ai décidé d'emprunter celui-ci. Il y a même les marques de rando. Ouais, alors là ça va devenir très compliqué. Ouais. On est d'accord, ça devrait le faire là. Ouais, carrément, ouais. Je vous avouerai que c'est un tout petit peu plus compliqué que prévu. Bon bah je vous emmène avec moi, on va voir ce que ça donne. Oh la vache. Une construction, vous croyez? Attends.
Non, bah il y a ça régulièrement, ça me fait vraiment penser à des espèces de petites digues ou je sais pas. Ouais, non, bon, d'accord. Ok. Nous avons laissé derrière nous le moulin et le miroir au fait, poursuivant notre route vers l'est en longeant le ruisseau. Mais comme vous avez pu l'observer, un détail ici a retenu mon attention. Un amas de moellons éparpillé sur le sol, presque entièrement recouvert par la végétation. Alors au premier regard, tout semblait parfaitement naturel. L'irrégularité du terrain, la mousse enveloppant les pierres, les racines s'y faufilant comme si elles avaient toujours été là. Et pourtant, en y regardant de plus près, un élément m'a interpellé. En face, la surface est anormalement plane, contrastant avec le relief chaotique environnant. Et puis, les contours des blocs sont devenus plus évidents. Ce n'est pas un simple amoncellement de roches érodées, il y avait ici une construction, ou du moins ce qu'il en reste. Et en effet, il y a plusieurs siècles, cette vallée n'était pas livrée au hasard de la nature. Elle était façonnée, structurée autour de l'eau. Le moulin que nous avons vu plus tôt nécessitait un débit régulier, et pour y parvenir, un réseau de digues avait été construit. Ces ouvrages permettaient de créer plusieurs retenues d'eau, formant une succession de 4 étangs. Chacun stockait l'eau avant de la relâcher progressivement, assurant ainsi un apport constant pour alimenter les meules du moulin. Le ruisseau du Gué de Mony, aussi appelé Rocco, serpentait à travers ces retenues, son flot canalisé par ses barrières de schiste et de terre. Mais aujourd'hui, ces infrastructures ne sont plus qu'un lointain souvenir. Avec l'abandon du moulin, les digues ont perdu leur utilité. Sans entretien, comme nous l'avons vu, le temps et les crues ont fait leur œuvre. Certaines se sont effondrées, comme celle où je me trouve à présent. Et comme vous l'avez vu, l'eau ne s'y arrête plus. Elle s'écoule librement à travers les brèches, retrouvant un cours plus naturel, plus sauvage. Mais d'autres ont résisté. Derrière nous, la digue que nous avons observée maintient encore le miroir au fait, toujours intact. Et plus à l'est, comme vous le verrez, un autre petit étang subsiste, soutenu par l'une des dernières digues encore debout. Après les incendies de 1976, l'association de sauvegarde du Val Saint-Antoine dont nous avons déjà parlé, en partenariat avec la station biologique de Pimpon, a pris conscience de la nécessité de préserver ces vestiges. Alors dans les années 80, des efforts ont été entrepris, reboisement, consolidation des digues encore en état et réhabilitation partielle du site. Mais ici, là où je me tiens, la nature a définitivement repris ses droits. Ce qui fut autrefois un rempart retenant l'eau n'est plus aujourd'hui qu'une cicatrice dans le paysage. Bon, on a encore du chemin. Je sais pas ce que ça donnera, peut-être que vous m'entendrez pas avec le bruit de la cascade. Mais voilà, j'y arrive enfin en pont pour aller de l'autre côté. Normalement, il va y avoir un sentier pour aller en haut. Ou alors continuer par là comme l'indique la pancarte, je sais pas, je vais voir. En fait, ce qu'on a ici, là, ce serait pas un exemple de ce qu'il y avait aux deux autres points qu'on avait là-bas, mais sauf que bien sûr les deux autres s'étaient cassés. En fait, j'ai regardé la manière dont les pierres sont agencées. Ça a l'air, en fait, en voyant comme ça, j'aurais tendance à dire que c'est de la même période, mais je suis pas du tout. Ouais, tout ça pour détourner en fait ce qui arrive là, quoi. C'est marrant. Bon, allons voir ce qu'il y a là-haut. C'est qu'on commence à avoir une belle vue en fait d'ici. Ça commence à être sympa avec le pont. On voit plus trop là-bas. Et un chemin escarpé qui, à mon avis, quand je vois la tête du chemin justement, n'a pas été emprunté depuis un bon petit moment. Et là, pour ceux qui se demanderaient par où je dois passer, eh bien, je vais vous dire quelque chose. Je me pose exactement la même question que vous. On va voir, enfin je vais voir ça. Et on se rejoint tout à l'heure, quand je serai arrivé en haut. Allez, go. J'ai voulu jouer, hein, j'ai perdu. Non, franchement, alors certains, je sais bien, on va tenter, etc. Voilà. Mais bon, perso, avec le sac que j'ai, l'expérience que j'ai, on va y aller crescendo, là ça sert à rien de vouloir faire les kékés. Bref, donc on va continuer par là. À mon niveau, ce sera moins dangereux.
C'est marrant ces pierres installées comme ça. Ah oui, puis tout au bord en fait, j'avais pas vu. Alors là, très honnêtement, la signification de ça, je ne sais pas. Espérons que ceci soit la bonne direction. Et là, visiblement, c'est ce qui est prévu. Donc le sentier sera mieux entretenu normalement. Ouais, normalement. Oh la vache. Bon. Mais je me sens le poids du sac. Et voilà. Quasiment déjà arrivé. Encore quelques pas. J'avoue, c'est déjà... C'est hyper calme. Et c'est juste magnifique. La lumière décline lentement, enveloppant la colline d'une douce lueur dorée. Le vent léger porte avec lui le souffle de la forêt, ce murmure presque imperceptible qui accompagne chaque départ. Un dernier regard sur les cimes, une pause, comme pour laisser à ces instants le temps d'exister pleinement avant de repartir. Puis vient le moment de quitter ces sentiers, quelques pas encore, avant de laisser derrière moi ces lieux parcourus au fil des jours. 4 jours. 4 jours à travers cette forêt, à suivre ses chemins, à en découvrir ses recoins parfois paisibles et, je dois dire, parfois plus rudes. Il y a eu le lac de Pimpon au matin du premier jour. L'air vif, l'humidité qui s'infiltre jusque sous les vêtements, et cette odeur d'écorce détrempée qui semble flotter dans l'air. Et puis la première nuit dans cette forêt. Une obscurité profonde animée de bruissements furtifs où chaque son semble exister pour lui-même. En pleine forêt, vous serez d'accord avec ça, il est normal d'entendre des bruits. Mais lorsque ceux-ci ressemblent à des pas autour de votre tente, je peux vous assurer que votre sommeil se retrouve quelque peu perturbé. Et le lendemain, la marche a été plus longue, plus éprouvante. Mes pieds fatigués m'ont trahi. Et comme vous allez le voir, ce n'est qu'au dernier moment que j'ai compris. Un peu trop tard. Et je suis en train de me rendre compte. Et plus tard, il y a eu cette pause bienvenue sous les branches d'un vieil arbre. Un moment de silence après l'effort, un instant suspendu avant de repartir. J'en avais vraiment besoin. Et puis cachée dans les profondeurs de la forêt, cette maison en ruine, vestige de l'histoire d'un homme solitaire. Et devant elle, une pierre bien étrange, presque hors du temps. Mais ce que j'ignorais encore, c'était que ma hâte de rentrer ce soir-là me jouerait un mauvais tour. J'ai essayé en revenant à pied de prendre des raccourcis. Je suis tombé dans des landes, en gros de l'eau et encore de l'eau. Et puis le 3e jour, la fontaine. Un lieu que beaucoup cherchent à voir, au point que l'attente devient une véritable épreuve en soi. 1 heure avant d'en approcher, 1 heure à observer le flot des curieux à patienter sur des sentiers boueux. Et puis les moines maudits, ou du moins le jardin de pierre censé les représenter. Un lieu silencieux, 3 carrés de roche figés dans le temps. Et puis cette rencontre imprévue, me demandant si j'étais géobiologue. Une question lancée comme une énigme, un échange bref, et déjà, le lieu retrouvait son calme. Et puis aujourd'hui, le 4e jour, le Val. L'ombre des ruines d'un moulin presque invisible, avalé par la végétation. Sincèrement, j'ai failli ne pas le voir. Et la cascade juste à côté qui rugissait, écrasant tout autre son sous sa puissance. Et cet arbre, aux feuilles dorées, comme un dernier éclat avant la sortie de la forêt. Et puis juste à côté, le lac du miroir au fait. Une surface d'eau lisse, parfaite, qui reflétait le ciel comme un œil figé dans le temps. Alors en redescendant lentement, fatigué mais rempli de souvenirs, je repense à ce moment-là au jour passé au cœur de Brocéliande. Mes pas me ramenaient à mon vélo, resté à l'entrée du Val. Et c'est là que je l'ai aperçu, l'homme étrange,
celui qui errait dans la forêt il y a quelques jours. Et cette fois, il marchait derrière moi. Mais bon, peu importe, je pensais déjà à la suite, à la prochaine destination. À bientôt, peut-être.